toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de l'information. Nous sommes lundi 7 février 2022. Voici le sommaire de cette édition. Examiner plusieurs rapports et mémorandums sur les récentes évolutions politiques intervenues dans les pays de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés à Accra, la capitale du Ghana, au cours d'une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État. Entre l'annonce de revalorisation des salaires et la flambée des prix des produits de première nécessité, les travailleurs languissent l'impatience avec une question au bout. Le gouvernement pourra-t-il augmenter à la hauteur de la pression exercée sur les salaires par le coût de la vie? Les réponses dans ce journal. Eh bien, le Sénégal, enfin champion d'Afrique des Nations, il a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations aux dépens de l'Égypte. L'ambiance donc dans les rues de Dakar tout de suite, eh bien, dans un court instant dans cette édition. Bienvenue à vous dans ce 13h. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont retrouvés à Accra, la capitale du Ghana. Les travaux de cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État à laquelle le président de la République, Patrice Talon, ont été en grande partie consacrés à l'examen de plusieurs rapports et mémorandums sur les récentes évolutions politiques intervenues dans ces pays, et ceci afin d'œuvrer au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans les pays en crise. Voici ici le point. Patrice Talon est accueilli ce jeudi 3 février à l'aéroport d'Accra, la capitale du Ghana. À ses pairs, il présente ensuite ses civilités. Cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État à laquelle il a pris activement part s'est à nouveau penchée sur la situation politique au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, avec d'importantes résolutions. Au thème des discussions, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a réaffirmé sa ferme détermination à protéger la démocratie et la liberté dans la sous-région. Sur le cas burkinabé, la conférence a noté la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays qui requiert un retour rapide à l'ordre constitutionnel afin de pouvoir trouver des solutions efficaces à ces problèmes. La CEDEAO réitère donc sa condamnation absolue du coup d'État du 24 janvier 2022. Sous peine de sanctions, la conférence exige la libération sans condition du président Kaboré et confirme la suspension de Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO jusqu'au rétablissement à l'ordre constitutionnel. Les chefs d'État appellent alors l'autorité militaire à mettre en place les organes de la transition, à adopter un calendrier électoral et favoriser le retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Ils ont instruit la commission de la CEDEAO à maintenir le contact avec les nouvelles autorités à travers la mise en place de mécanismes de suivi auxquels seront associés l'Union africaine et les Nations unies dans le but d'accompagner la transition. Quant à la Guinée, la conférence a noté une certaine stagnation de la situation malgré l'avènement du Conseil de transition. Aussi a-t-elle décidé de maintenir toutes les sanctions imposées à la Guinée. Il est demandé à l'autorité de transition de mettre en place un calendrier devant conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Enfin, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se félicitent des conclusions de la 1057e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, tenue le 14 janvier 2022, qui a approuvé toutes les décisions et sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Mali. Sur ce chapitre, le président Patrice Talon et ses pairs constatent avec regret qu'un calendrier n'a pas été mis en place pour se conformer aux décisions de la conférence. En conséquence, ils ont décidé de maintenir en place toutes les sanctions imposées au Mali conformément à la décision prise le 9 janvier 2022. Ils invitent les autorités maliennes à proposer rapidement un chronogramme acceptable à la CEDEAO afin de permettre la levée progressive des sanctions. Les chefs d'État et de gouvernement présents à Accra ont également pris connaissance des circonstances de la tentative de coup d'État intervenue le 1er février 2022 en Guinée-Bissau. Une tentative qu'ils ont fermement
condamnés. Entre l'annonce de revalorisation des salaires et la flambée des prix des produits de première nécessité, les travailleurs languissent l'impatience avec une question au bout des lèvres. Le gouvernement pourra-t-il augmenter à la hauteur de la pression exercée sur les salaires par le coût de la vie? Pendant que le gouvernement y réfléchit avec la calculette de son argentier, les centrales syndicales proposent quelques pistes. Voici ici la substance. Il y a vraiment urgence. Et je pense qu'on peut se réjouir que le gouvernement ait compris cela et ait décidé de faire une augmentation des salaires. Mais quelle est cette augmentation qu'on annonce et qui prend autant de temps? Oui, on a des propositions à faire. Notre contexte ne peut pas nous pousser à faire de l'ultralibéralisme comme on peut le faire aux États-Unis ou dans d'autres pays développés. Nous avons notre contexte de pauvreté, d'informel de l'économie, de précarité des travailleurs, qui nous recommande en tant qu'État de jouer notre rôle de régulateur du marché. On ne peut pas laisser les commerçants faire ce qu'ils veulent. Il y a de l'exagération aujourd'hui et c'est le dernier consommateur qui paye le prix. Et nous ne pouvons que nous tourner vers l'État pour dire « joue ton rôle ». Nous avons demandé au gouvernement de payer les arrêts de salaire dus aux travailleurs du public. Le paiement des arrêts va relancer également la consommation, va faire certainement baisser un peu la pression sur les prix parce qu'on a de l'argent à dépenser. Nous suggérons à l'État de s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire un cadre de concertation uniquement dédié à la question salariale, dans lequel nous échangeons pour arrêter un échéancier d'augmentation des salaires qui doit prendre au minimum 3 ans. On propose un taux de revalorisation, mais en même temps qu'on prenne des dispositions pour accompagner cela, des dispositions qui permettent de faire chuter, de faire baisser les prix sur le marché, les prix des produits sur le marché, l'eau, l'électricité et tout ce qui peut nous mettre vraiment dans une situation difficile, mettre le pouvoir d'achat en difficulté. Il faut revoir un peu ça de manière à ce que quand on fera la revalorisation, que ça permette aux travailleurs de supporter, de faire face à ces besoins, aux 5 besoins fondamentaux de l'homme. C'est ça notre souhait. Et nous sommes ouverts dans la négociation avec le gouvernement. Et nous souhaitons qu'on ouvre au plus tôt, n'est-ce pas, ces négociations, parce que nous sommes en février. Et si on prend des décisions pour revaloriser, il faut que cela soit rétroactif. Que cela soit rétroactif et qu'on puisse, les travailleurs, déjà, que ça prenne effet à partir de janvier. Et en parlant de la mutilation génitale chez les femmes, les acteurs des affaires sociales nous exposent les conséquences du phénomène. Aussi évoquent-ils les raisons qui poussent à le faire. Plus de précision avec Edwige Dodji, c'est une assistante sociale. Les mutilations génitales féminines désignent toute intervention incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme. Elles ne sont pas sans conséquences sur la vie des jeunes filles. Elle concerne beaucoup plus les filles âgées de moins de 15 ans dans nos contrées. Et nous pouvons évaluer à la date d'aujourd'hui environ près de 4 millions de filles dans le monde qui sont victimes d'un tel acte. Cette pratique se fait dans plusieurs contrées du Bénin, en particulier dans les régions du Nord, où malgré toutes les actions du ministère des Affaires sociales pour aller contre ce phénomène, ça continue par moment dans ces différentes contrées-là. Les conséquences sont vraiment énormes parce qu'il y a d'abord les conséquences physiques. Il peut s'agir d'une profonde blessure, des hémorragies pouvant conduire à la mort. Et il y a les conséquences aussi psychologiques. Il s'agit de la perte d'estime de soi. Il s'agit du manque de confiance à son entourage, des problèmes allant du simple stress à une dépression profondément dite. Nous notons également des problèmes liés à la conception de cette jeune fille. Elle rencontre beaucoup de problèmes dans son foyer quant à la conception. Elle peut faire des maux-nez, elle peut avoir des hémorragies postpartum pouvant toujours la conduire à la mort. Plusieurs raisons motivent certaines communautés à exciser les filles. Mais toutefois, la pratique est à décourager.
La majeure partie du temps, les gens lisent cette pratique-là aux croyances religieuses. C'est dit, c'est dans notre tradition, c'est que c'est comme ça, ça doit se faire. Certains pensent que c'est le passage à une vraie féminité, d'autres pensent que c'est pour limiter la fille dans son jeune âge à des dérapages liés au sexe. Et nous prions ceux qui continuent de le faire, d'arrêter, puisque la loi punit. Aussi profond que ça puisse se passer, on peut toujours les repêcher et les acteurs, les co-acteurs et les complices sont même punis jusqu'à la dernière rigueur. Ceux qui ne le font plus, nous passons par ce canal pour leur demander de sensibiliser davantage leurs pairs pour qu'ensemble nous arrivons à éradiquer totalement ce phénomène de notre pays pour le bien-être des enfants, surtout des filles. Et toujours dans ce journal, l'exposition des 26 trésors royaux restitués par la France s'ouvre le 20 février prochain au Palais de la Marina. Et ce vendredi 4 février 2022, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts s'est déplacé sur les lieux de l'exposition. Jean-Michel Abimbola est allé faire le constat des préparatifs et en a profité pour lancer un appel aux Béninois. À du Bénin d'hier à aujourd'hui, de la restitution à la révélation, c'est le titre de l'exposition diptyque consacrée aux 26 trésors royaux restitués par la France ainsi qu'à la contemporain béninois. Leur exposition va se faire ici, dans la salle des fêtes du Palais de la Marina. Il nous reste les grands kakémonos dont vous voyez le premier qui est installé à poser, à mettre en place, et à partir de là, dès lundi prochain, on commence la lumière, l'éclairage de tous les espaces et les vitrines. Et des vitrines. Nous avons ici aujourd'hui de quoi être optimiste parce que c'est fait selon les standards internationaux et je voudrais dire qu'à travers cette exposition diptyque, les Béninois et l'Afrique pourront être fiers d'eux-mêmes, pour être fiers du Bénin. Pour le ministre Jean-Michel Abimbola, cette exposition événement est pleine de sens. Une occasion pour lancer un appel à la population béninoise. C'est une occasion justement de nous rendre compte que le Bénin ce n'est pas seulement un passé glorieux, c'est également un présent et un futur exceptionnel. Et c'est pour cela qu'il était bon de faire écho à l'art contemporain pour montrer que les génies que nous avions il y a 2 siècles, 3 siècles, peut-être plus, peut-être moins, eh bien, nous sommes dans la continuité de ce génie béninois. Je voudrais demander aux Béninois du nord, du sud, du centre, de l'est et de l'ouest qui peuvent faire le déplacement, de venir vivre ce moment exceptionnel, ce moment unique. C'est un moment qui va durer 3 mois. Cette exposition événement s'inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin, tant de restitution de son patrimoine que la valorisation de sa création contemporaine. Aussi de doter son territoire de plusieurs musées de rayonnement international, notamment le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey et le musée d'art contemporain de Cotonou. Et l'un des métiers auxquels nous nous intéressons dans cette édition, c'est l'éleveur canin, qui est celui-là qui s'occupe exclusivement des chiens. Il exerce son activité auprès d'un groupe de chiens de différentes races ou de races uniques. Ses missions principales consistent à sélectionner des chiens reproducteurs pour s'assurer des portées de qualité, assurer donc l'élevage des chiens tout en limitant au maximum la consanguinité. Il est cependant confronté à quelques difficultés dans son métier. On découvre donc le métier de l'éleveur canin dans ce journal. Le chien, meilleur animal de compagnie de l'homme. Il est souvent dressé et élevé par son maître ou sa maîtresse après achat. L'éleveur canin est celui qui s'occupe de tous les domaines, qui embrase les chiens de toutes les races et s'occupe de leur suivi. Pour être un éleveur canin, il faut non seulement la formation théorique, mais aussi la pratique. Quand on parle de l'élevage canin, au fait, c'est l'élevage qui englobe les chiens. Les chiens, il s'agit de l'élevage des chiens. Alors que quand on parle de chiens, il y a différentes races de chiens. Donc, pour faire l'élevage des chiens, il faut d'abord être courageux, parce que plusieurs ont peur des chiens à cause de leur agressivité. Mais il faut être courageux. Il y a des centres de formation
pour soit carrément se rapprocher d'un éleveur, celui qui a de l'expérience dans le domaine, pour se faire former afin de commencer aussi l'élevage de chiens. Je viens de finir une formation au lycée agricole Mehdi de Sékou. Je suis actuellement avec mon frère pour acquérir de l'expérience dans le domaine. Il existe une multitude de races de chiens. L'élevage de ces chiens se fait en plusieurs étapes. En fait, pour l'élevage des chiens, quand tu prends un chiot à 6 semaines qui est déjà sevré, et tu fais les vaccins et ensuite, après, l'éleveur fait le premier vaccin avant que toi tu ne paies le chiot. Maintenant, quand toi tu paies le chiot, ensuite, quand le chiot aura 3 mois, tu essaies de faire le second vaccin qui est le tétradogue. Après ça, tu fais la rage. Maintenant, quand tu finis de faire ce vaccin, tu essaies de nourrir correctement le chien. Déparasiter le chiot chaque fin du mois. Déparasiter le chiot chaque fin du mois afin d'éviter les maladies liées au ver et tout. Donc, quand tu déparasites le chiot, tu essaies de laver ses mangeoires et abreuvoirs chaque jour. Donc, le chiot grandit. Donc, si c'est une femelle, à partir de 10 mois, elle va retrouver sa première chaleur. La chaleur chez les chiens, c'est quoi? Les chiens ne s'accoupent pas par hasard. Quand tu vois une chienne qui s'accoupe, c'est qu'elle est en période de fécondité. Donc, à 10 mois, il y aura des écoulements de sang. Lorsqu'elle commence par couler le sang, tu sauras que cette chienne-là est en chaleur. Maintenant, elle commence le serment aujourd'hui, tu comptes 10 jours. Après, elle serait prête pour recevoir un mâle maintenant. Maintenant, il est conseillé de laisser couler la première chaleur d'une chienne. Ça permet à la chienne de développer sa morphologie. Là, la chienne est bien développée. Et la chaleur chez les chiennes, c'est chaque 6 mois. Donc, supposons que la chienne a 10 mois, elle a eu sa première chaleur. Donc, à 16 mois, elle aura encore une seconde chaleur. Et là, maintenant, tu comptes 10 jours d'écoulement. Après, quand tu constates le serment aujourd'hui, par exemple, un premier, à partir de la date 10, tu commences par la croiser 10, 12, 14, au moins 3 fois. Et après ça, la grossesse dure 2 mois. Et il y a la mise bas. Après la mise bas, tu vas entretenir les chiots qui vont faire 2 semaines avant l'ouverture des yeux. Après ça, tu les entretiens à 6 semaines, tu les vends. Bon, comme difficulté, quand on n'est pas passionné ou déterminé, on ne peut pas le faire. Quelqu'un qui se lève juste pour « bon, je vais essayer » il ne pourra pas finir. Puisqu'il y a assez de difficultés. On ne peut pas tout mentionner, le terrain, ça nous apprend quand même. Le chien fait partie des animaux étant capables de comprendre l'être humain et de le protéger. Y prendre soin s'avère important pour en tirer le meilleur. Et quelques notes sportives. Depuis quelques jours, la Fédération béninoise de pétanque a un nouveau bureau exécutif. Ce samedi, les nouveaux membres ont officiellement pris fonction et ils ont été installés dans leurs prérogatives par le président de la Confédération africaine des sports boules. C'était donc au siège de l'organisation. Voici plus de précisions dans ce reportage. Chers membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque, je suis persuadé que vous vous élèverez à la hauteur de la tâche. Ils sont désormais en mission pour les 4 prochaines années au service du développement du sport boule au Bénin. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque, dirigé désormais par Garba Yaya, a reçu l'onction et la bénédiction de la Confédération africaine des sports boules et du Comité national olympique et sportif béninois par la voix de leurs présidents respectifs. Pour marquer d'une pierre blanche son mandat, placé sous le signe de l'organisation historique par le Bénin des championnats du monde de 2022. Vous venez de prendre les rênes de la Fédération béninoise de pétanque à un moment crucial où tous les regards du monde entier sont tournés vers la République du Bénin. Il faut que vous sachiez que c'est l'occasion qui vous est offerte pour marquer en lettres d'or vos noms respectifs, vos images respectives dans l'histoire du sport béninois.
Fruit de l'innovation et du consensus, le nouveau comité exécutif, fort de la présence de 2 femmes dans ses rangs, une première, entend se mettre à la hauteur des enjeux et des attentes exprimées. C'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Nous avons travaillé à vos côtés. Nous avons vu comment vous avez conduit la fédération avant de venir à la confédération. Et croyez-moi, c'est une tricherie positive que nous voulons faire pour le travail que vous avez abattu et qui a permis à la pétanque d'atteindre ce niveau au niveau du continent africain. Et pour y parvenir, à commencer par la grosse échéance des championnats du monde Bénin 2022 à la fin de l'année. L'objectivité, la confiance en soi, la passion sont entre autres les atouts à développer, conseille le président de la Confédération africaine des sports boules. Et nous restons dans le milieu sportif pour parler de la finale de la CAN 2021 qui s'est achevée hier. Le Sénégal, enfin champion d'Afrique des Nations, il a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations aux dépens de l'Égypte. Les protégés de Aliou Cissé fêtent leur victoire à la CAN 2021. Voici ici l'ambiance. Difficile pour ces lions de la Teranga de contenir leur émotion. Ils sont entrés dans l'histoire en offrant à leur pays sa première couronne continentale. Un rêve qui devient donc réalité pour cette génération, passée tout près du but, il y a 3 ans. Les nouveaux champions d'Afrique peinent à revenir sur terre. C'est le plus beau jour de ma vie. Je pense que c'est le trophée le plus important dans ma vie aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je continue à vivre un rêve. Je n'arrive même pas à croire. Et je pense que l'attente a été longue. Mais finalement, on l'a fait. On est tous heureux, fiers de gagner ce trophée. Le pays court depuis ce trophée depuis des années et des années. Aujourd'hui, c'est une belle récompense. On voit le mélange des anciens, des jeunes, des moins jeunes, mais tous ceux qui ont couru après ce trophée, aujourd'hui on voit c'est vraiment une fierté pour tout le monde, pour tout le pays. Une victoire obtenue à l'issue des tirs au but face au redoutable pharaon d'Égypte. Champion d'Afrique. Voilà. Ce fut long, ce fut difficile, par moments compliqués, mais on n'a jamais abandonné. Ce fut un match difficile aussi. On a eu notre temps fort tout au début de cette rencontre-là. On a eu ce penalty qu'on a loupé, mais on a eu d'autres opportunités aussi. Malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Après, le match s'est équilibré en deuxième période, mais les garçons n'ont jamais abandonné. Les Lions sont attendus à Dakar ce lundi, décrété jour férié, chômé et payé par le président sénégalais. Et pour les informations hors du Bénin, nous restons donc sur le continent. Au moins 6 décès après le passage du cyclone Bassirai. Nous sommes à Madagascar. Des vents violents ont décoiffé des maisons de cette ville côtière. Et pourtant, les habitants s'étaient préparés à faire face au cyclone, mais leurs efforts se sont avérés insuffisants devant la violence des rafales de vent. Dans le district de Mananjari, situé sur la côte est de Madagascar, voici ce qui reste de cette cité après le passage du cyclone tropical Batsirai. Des vents violents ont décoiffé les maisons de cette ville côtière et pourtant les habitants s'étaient préparés à faire face au cyclone. Mais leurs efforts se sont avérés insuffisants devant la violence des rafales de vent. Ici, près de 95% de la ville a été détruite, pour ne pas dire 100%. Comme on peut le voir maintenant, la route est coupée, la mer est montée et nous implorons l'État de venir nous aider le plus vite possible. Nous sommes en grande difficulté. Les habitants de Mananjari ont besoin d'aide. Pas d'aide temporaire comme de la nourriture que nous pouvons dépenser en une journée. Mais nous avons besoin de choses que nous pouvons utiliser à long terme. Un abri, des tôles pour nos maisons. Beaucoup de maisons se sont effondrées. On ne peut pas dire combien de personnes sont touchées car nous sommes tous touchés. Mananjari est complètement détruit. Peu importe où vous allez, tout est détruit.
Dans la ville de Manaoro, dans l'Est, surplombant la mer, les vagues ont emporté une partie du cimetière, déterrant à leur passage plusieurs corps. Au moins 6 personnes auraient perdu la vie dans les inondations et près de 50 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer. Des fortes pluies dépassant les 100 mm, voire des noyaux de 300 à 400 mm sont attendus sur l'Est. Eh bien, au Canada, le maire d'Ottawa a déclaré l'état d'urgence ce dimanche. Depuis une semaine, des chauffeurs de poids lourds paralysent la capitale fédérale. Il dénonce les mesures sanitaires liées au Covid-19. Au Canada, le maire d'Ottawa a déclaré l'état d'urgence ce dimanche. Décision prise face à la paralysie de la capitale fédérale. Depuis une semaine, des chauffeurs de poids lourds bloquent la ville pour dénoncer les mesures sanitaires. Baptisé Convoi de la Liberté, ce mouvement de protestation s'est étendu à d'autres grandes villes canadiennes. À Ottawa, la police a procédé à plusieurs arrestations en vertu de cette situation d'état d'urgence. Et pour ce qui est de l'actualité de l'Union africaine, le Sénégal place son mandat sous le signe de la paix. La 35e session de l'Assemblée annuelle de l'Union africaine a pris fin dimanche et le président sénégalais a placé son mandat sous le signe de la paix et de la sécurité. Le Sénégal assure depuis samedi la présidence tournante de l'Union africaine. Le président Macky Sall, qui a reçu le flambeau de son prédécesseur Félix Tshisekedi de la RDC, a placé sa gouvernance sous le sceau de la paix et la sécurité sur le continent. Le nouveau président de l'UA veut jouer pleinement un rôle dans la résolution des crises sécuritaires et sociopolitiques. Nos défis restent nombreux et pressants. Qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social. Nous ne pouvons détourner nos regards de toutes ces vies perdues, ces familles endeuillées, ces millions de personnes déplacées ou réfugiées, ces écoles et structures de santé fermées et ces cohésions sociales désintégrées. Le bon sens commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits. Lors de leurs entretiens, les présidents africains ont condamné la récente vague de coups d'État sur le continent. L'UA a en revanche choisi de ne pas afficher sa position sur le sujet de l'accréditation d'Israël, critiquée par le Premier ministre palestinien. Et pour finir, en Ukraine, on retrouve Macron et Scholz qui intensifient le ballet diplomatique. Eh bien, ce lundi même, Paris et Berlin s'activent sur le dossier ukrainien. Emmanuel Macron est attendu à Moscou ce jour. Olaf Scholz s'envole, lui, pour Washington. À la précision. Emmanuel Macron doit rencontrer Vladimir Poutine ce lundi au Kremlin pour tenter d'amorcer une désescalade dans le dossier ukrainien. Le président français plaide pour un dialogue avec la Russie en étant tout à fait conscient que les Occidentaux ne pourront pas obtenir, selon lui, de gestes unilatéraux. Dès le lendemain, le locataire de l'Élysée se rendra à Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Ce ballet diplomatique concerne aussi le chancelier allemand Olaf Scholz, qui est attendu à Washington ce lundi pour réaffirmer le soutien de Berlin dans le dossier ukrainien. Il se rendra par la suite à Moscou et Kiev les 14 et 15 février. On n'y va pas simplement pour prendre un café, il s'agit de vraie politique, dans ses aspects les plus durs et les plus importants. Et cela se déroule dans une situation de crise très forte. Et je pense qu'il faut toujours être clair sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à juste titre. Il s'agit d'éviter une guerre en Europe. C'est un sujet sérieux. Et c'est cela que je dois aux citoyens de notre pays. J'en suis responsable pour la paix en Europe et vis-à-vis de nos alliés. Avant son déplacement à Washington, Olaf Scholz a assuré que l'Allemagne était prête à envoyer des troupes supplémentaires dans les pays baltes. Et voilà, ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes. Eh bien, passez une excellente semaine.
Afrique.